L'inverse du syndrome de l'imposteur, voici le titre que j'ai donné à mon podcast. Alors je vais rapidement me présenter, je suis Marie-Ève Lessine de Let It Be Méditation. Et en gros, ce qui m'anime au quotidien, c'est de former les futurs professeurs de méditation. Mais dans ce podcast et dans tous mes épisodes de podcast, ce que je fais, c'est toujours une réflexion élargie sur des thèmes parce que on ne se rend pas compte à quel point la méditation nous permet d'avoir ce que j'appelle le ressenti critique. Donc ça ressemble à l'esprit critique, mais ça se passe plus dans le corps. Et je trouve que c'est quelque chose qui est comme pas forcément reconnu. Le fait que, en fait, plus tu médites, moins tu peux finalement te bullshiter, plus tu es au clair avec ce que tu ressens, plus tu es au clair aussi avec tes idées. Et donc tu peux toujours avoir des idées fraîches ou voir des angles qui n'ont pas encore été abordés. Et c'est un peu ça que je vais vous offrir dans ces podcasts-là. Évidemment, en plus du fait de vous encourager à méditer pour développer aussi ce ressenti critique-là. Mais dans ces podcasts, ce que je veux, c'est toujours vous montrer une vision un peu dissidente, une façon différente de voir les choses. Et aujourd'hui, ça va être sur le syndrome de l'imposteur. Alors, je pense que ça doit être mon 3e ou 4e épisode que je fais sur ce thème. Mais qu'est-ce qui a réactivé mon envie de vous en parler aujourd'hui? C'est une anecdote, une aventure, en tout cas, une mésaventure, je dirais, qui m'est arrivée récemment. On m'a proposé un mandat qui avait rien à voir avec la méditation, mais qui était quand même, si la personne m'a approché, sensiblement dans mes cordes parce que j'enseigne la méditation, mais de formation, je suis aussi conseillère d'orientation. Donc, j'ai étudié en counseling orientation, plus en counseling qu'orientation, mais dans tout ça, on a quand même pas mal de... Je rigole parce que mon chat, évidemment, va venir sauter sur mon bureau. Ça y est. Et donc, on a beaucoup de cours en psychométrie. Bon, je vous fais une histoire courte. J'ai dû m'arrêter pour caresser mon chat. Mais donc, un client avec qui je travaille régulièrement en counseling m'a demandé de prendre ce mandat aussi en psychométrie. J'ai refusé, je me sentais pas assez qualifiée. Et finalement, ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai su quel profil avait cette autre personne, j'ai bien vu que cette personne, en fait, elle n'avait pas tant les études pour le faire, puis la psychométrie, ça prend quand même des connaissances, mais ce que je me suis dit, c'est avec les yeux très très écarquillés, c'est se me dire finalement, moi je dois avoir un syndrome de l'imposteur, lui, cette personne-là, elle n'a pas clairement de symptômes de l'imposteur. Ça m'a amené en fait à faire une réflexion sur un aspect primordial quand on parle du syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment d'être prêt pour accepter un mandat. Moi, j'attends toujours d'être ultra prête avant de me lancer et je sais que, par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est mal vu. Tu sais, c'est vu comme étant une mauvaise pratique. Il y a même Richard Branson de Virgin qui dit « Un vrai entrepreneur, c'est celui qui saute de la montagne puis qui fabrique son avion pendant qu'il fait sa chute. » Ça, on peut dire que c'est un philosophe, n'est-ce pas? Parce qu'il y a... Je pense que c'est une phrase du soufi qui dit « Saute et le filet apparaîtra ». Moi, je suis plutôt du style à, bien en amont, peaufiner le moteur de mon avion, choisir les couleurs des sièges, puis ensuite de faire un essai safe avant de vraiment me lancer. Et là, ça parle vraiment, c'est finalement le corollaire de mon syndrome de l'imposteur, mais qui peut amener à être dans l'inaction. Et plus largement, ça m'a fait faire une réflexion sur le syndrome de l'imposteur, ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas. Il y en a qui se sentent imposteurs et qui le sont vraiment, puis ça c'est relativement rare, dans ce cas-là je pense pas qu'ils se lancent tant que ça. Il y en a qui se sentent imposteurs et qui ne le sont pas, donc je pense que beaucoup de femmes, surtout parfois avec des parcours atypiques, je pense que beaucoup de femmes on est vraiment là-dedans. Il y en a qui ne se sentent pas imposteurs et qui ne sont pas imposteurs. Puis là, je pense que c'est vraiment là où on veut aller. Et donc ces cas de figure-là, ça m'amène à faire une réflexion parce que c'est souvent finalement ceux qui ne se sentent pas imposteurs osent alors qu'ils pourraient être étiquetés d'imposteurs par plein d'autres qui osent se lancer parce qu'on parle vraiment de la question de la confiance. Et en même temps,
c'est valorisé. Tu sais, c'est comme si on dit « Oh, eux, ils ont confiance » et cette confiance, elle est valorisée. Mais ce qu'on voit pas derrière, ce qu'on a étiqueté confiance, c'est le fait que derrière, on peut normaliser une forme d'incompétence parce que ce qui va se voir, c'est la confiance, mais la vraie compétence, elle se voit pas. Et souvent, ça va être des personnes peut-être extraverties, avec du bagou, qui savent prendre les autres, qui ont vraiment confiance en elles, tu sais, qui seraient capables de construire leur avion dans la descente. Et ces personnes-là, peut-être qu'elles sont pas compétentes, mais c'est pas ça qu'on va mesurer quand on va venir les choisir. Et c'est aussi, moi ça me fait penser que souvent les personnes compétentes, ça c'est un thème que je vous ramène souvent, c'est des personnes qui vont être plus dans le doute. Parce que quand tu es dans le doute, tu es dans la nuance. Donc c'est pas un doute qui est en lien avec parfois un manque de confiance, mais c'est un doute qui est en lien avec le fait que tu as tellement vu de cas de figure que tu te questionnes bien en amont, pour voir si tu es vraiment la bonne personne pour le mandat, parce que en fonction des cas de figure, tu peux aussi ne pas l'être. Et je trouve qu'on est dans une société qui, toujours en mettant au pinacle cette question de la confiance, on a pathologisé, j'espère que je l'ai dit bien, le doute, dans le sens que ça devient comme un problème et quelque chose à combler. Alors que pour moi, doute et nuance, ça serait dans les mêmes sphères. Tu sais, quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui sent en lui les nombreuses nuances. D'ailleurs, je vous avais fait un podcast là-dessus, je doute et j'en suis fière. Et donc, ma proposition, c'est de se dire que quand on ressent le syndrome de l'imposteur, plutôt que de refuser, c'est de venir expliquer comment on se sent, en quoi on est expert, comment on se sent par rapport aux différentes dimension du mandat, tu sais, je parle quand même très largement, pour mettre en avant finalement son expertise par rapport à ses capacités de nuance, mais vraiment expliquer qu'au lieu de dire non en bloc, c'est vraiment aller mettre de la lumière sur les différents aspects que vous avez déjà été capable de voir parce que justement vous avez de l'expérience et qui finalement met en avant votre questionnement qui est normal. Et aussi, moi ce que je vois là-dedans, c'est que quand on a le syndrome de l'imposteur, en tout cas, on va changer de mot parce que c'est atroce, c'est que la société nous dise qu'on est imposteur. D'ailleurs, vous savez pas quoi? Je pense que le mot imposteur, il n'existe pas au féminin dans la langue française. On pourrait dire imposteur, impostrice, mais ça n'existe pas. Donc, je vous laisse tirer les conclusions. Mais ce syndrome de l'imposteur, quelque part, il y a aussi une forme de délicatesse pour l'autre. C'est-à-dire que on veut pas s'imposer dans quelque chose où on ne serait pas le meilleur pour l'autre. Et donc, on est déjà en train de penser finalement, donc ça parle aussi de toute la bienveillance, que on ne voudrait pas mettre l'autre dans une mauvaise situation, eu égard au fait que peut-être on ne soit pas la bonne personne. Alors j'espère que ça vous aide à voir des angles différents par rapport à ce ressenti profond que vous pourriez avoir. J'ai bien hâte d'avoir vos commentaires. Je voulais aussi vous dire que il me reste la moitié des places se sont envolées pour la formation de professeur de méditation. C'est une formation en fait qu'on peut prendre pour des objectifs personnels ou alors pour redonner la sagesse de la pleine conscience. Et nullement besoin d'être prof de yoga, d'être psychologue pour pouvoir l'apprendre parce que la pratique de la pleine conscience et de la méditation, déjà ça s'offre tel quel, mais aussi ça peut s'imbriquer à toutes sortes finalement d'activités. Et je vois la magie à chaque année de toutes ces personnes que je forme, qui créent leurs projets, qui redonnent, qui réinsufflent finalement la sagesse de la pleine conscience dans la société. Et c'est comme ça vraiment que je pense qu'on change le monde. Parce qu'il y a la portion où on vient se changer soi-même par la pleine conscience, ça c'est indéniable. Écoute, j'ai des heures et des heures d'explication de tous les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience que je vous propose dans le cours. Mais à côté de ça, il y a aussi l'élan quand quelque chose nous a autant transformé de vouloir l'offrir. Et je vous offre cette opportunité-là de créer votre propre projet au sein même de la formation. C'est très apprécié. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi le prendre pour des objectifs personnels, pas forcément faire tout
tout un projet autour, mais c'est aussi une possibilité. Et sachez que la formation, elle est laïque, basée sur la science, mais tellement poétique, tellement douce, tellement bienveillante que ça vient finalement prendre soin de plein de parties de vous, parce que quand on comprend comment on fonctionne, quand on syntonise une autre façon d'être qui s'appelle le mode être par la pleine conscience, ben c'est comme un basculement dans notre façon d'être. Donc c'est une transformation personnelle avant tout. Et j'aimerais la vivre avec vous si ça vous tente. Alors, tous les renseignements sont dans les notes du podcast ou sur mon site internet ou sur mes réseaux sociaux. Et vous êtes les bienvenus si vous méditez déjà depuis 1 an. J'ai hâte. À bientôt.